Bonsoir à tous. Je m'appelle Malik Lenzonzo. Je suis avec Global Affairs Network. Aujourd'hui, nous recevons un compatriote du nom de Frank Joktan, que vous connaissez tous. Nous le recevons parce que déjà, c'est un activiste de longue date. Et aujourd'hui, c'était la commémoration de John Lewis. John Lewis qui est l'un des grands activiste ici au niveau des États-Unis. C'est quelqu'un qui a marché à côté de Martin Luther King dès l'âge de 23 ans. Donc, aujourd'hui, c'était un grand jour dans le monde de l'activisme, un grand jour dans le sens que nous sommes en train de rendre hommage à un homme qui a montré l'exemple à l'Amérique et au monde entier. Donc, lorsqu'on voit qu'il y a aussi des compatriotes qui font dans l'activisme, et c'est très important de reconnaître leur activisme, le travail qu'ils font, bien que pour l'instant, souvent, ces genres de travail-là, ce n'est pas souvent populaire, mais les résultats, souvent, sont embrassés par tout le monde. Donc, avec nous ce soir, c'est M. Frank Joktan, qui est un frère, un ami, et j'aimerais donc l'introduire pour qu'il vienne nous dire un peu l'impression qu'il a par rapport à cet événement qui se déroule aujourd'hui dans la capitale des États-Unis, à Washington, D.C. Donc, avec nous, Frank Joktan. Bienvenue, cher. Merci beaucoup, Malik. C'est vraiment un plaisir pour moi de me donner l'opportunité de pouvoir parler aux ceux qui vont nous écouter. En effet, aujourd'hui, c'est un jour quand même assez spécial. C'est un jour qui est rempli de beaucoup d'émotions parce que non seulement j'ai perdu deux êtres chers aujourd'hui, mais un grand homme aussi est en train de se reposer à la rotonda de l'US Capitol aux États-Unis. Pour la première fois, un noir américain sera donc là. Il va passer toute la nuit là-bas ce soir. Et John Lewis, en effet, est un homme exceptionnel. Exceptionnel pourquoi? Nous ne sommes pas venus ici pour pleurer ou pour nous lamenter, mais nous sommes venus ici pour pouvoir célébrer la vie d'un grand noir américain, quelqu'un qui a démontré que par l'activisme, par le fait d'être ferme dans ses convictions, le fait d'aimer ses concitoyens, le fait de se battre pour un idéal meilleur, non seulement pour lui-même, mais pour les gens qui sont autour de lui, paye. Parce que quand John Lewis est né, il y avait la ségrégation aux États-Unis. Quand John Lewis est né, il ne pouvait pas se rendre dans certains endroits à cause de la couleur de sa peau. Il ne pouvait pas aller manger dans certains restaurants, il ne pouvait pas se rendre dans certaines places, il ne pouvait pas boire dans les mêmes fontaines que les autres, parce qu'il y avait des signes qui disaient que ça c'était pour les Noirs et ça c'était pour les Blancs. Et donc, il y a une histoire que John Lewis lui-même raconte, qui est très intéressante, où il dit qu'à l'âge de 16 ans, il s'est rendu à la librairie, où il voulait prendre un livre afin de pouvoir lire. Et quand il est arrivé, on lui a dit tout simplement qu'il ne pouvait pas avoir de livre parce qu'il n'avait pas de carte. Et donc, il a demandé de pouvoir avoir une carte. Et on lui a dit qu'on ne peut pas lui donner de carte parce qu'il était noir. Et c'est à ce moment précis qu'il a compris qu'il y avait quelque chose de fondamentalement mauvais dans le système américain et qu'il fallait que ça change. Mais il a opté pour la non-violence. Il a opté pour quelque chose de pacifique. Il a opté pour se battre et changer sa nation et son pays par la non-violence. Et donc, il avait des admirateurs comme il admirait plutôt Martin Luther King, les Rosa Parks et beaucoup d'autres. Il s'est inspiré et malgré sa jeunesse, très tôt, il a décidé de marcher avec eux. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de sa vie et célébrer sa vie. Je vais donc laisser la parole maintenant à Malik afin de me poser des questions précises s'il veut. Mais ce que je sais, c'est qu'il est allé jusqu'à devenir un congressman, c'est-à-dire donc un député. Et en étant député, il n'a jamais oublié d'où il venait, il n'a jamais oublié sa communauté, il n'a jamais oublié la justice, il n'a jamais oublié les droits civiques pour lesquels il s'est battu. Et même dans le Congrès, tout le monde disait que c'était la voie morale du Congrès. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment fier d'avoir l'opportunité de parler de cet grand homme. Absolument, absolument. Tu as presque résumé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes, surtout sur ma plateforme, qui ne te connaissent pas. C'est par là que je voulais commencer. C'est vrai, c'est quand même assez symbolique de t'avoir sur le plateau, parce que je sais que l'activisme, encore dans nos pays africains, n'est pas encore vu comme quelque chose de valable. Je me rappelle quand j'étais tout petit,
lorsqu'on parlait même de l'opposant. Un opposant, c'était quelqu'un qui faisait peur. J'étais tout petit au village et lorsqu'on disait voici un opposant qui passe, nous on avait peur, on se cachait même. Donc on a grandi un peu dans cette cause-là, dans ce lavage de cerveau qui fait que quand quelqu'un apporte une controverse idéologique, il est forcément mis à l'écart, il est vu comme un ennemi d'État, alors que généralement, ces gens, ce sont des gens qui sont en réalité des personnes qui peuvent l'avancement de la société. Et je me rappelle encore, lorsque j'étais venu ici aux États-Unis, mes années d'étudiant, nous, on faisait partir de jeunes pédégistes à l'époque. Et depuis là, il y a plus de 20 ans déjà, je me rappelle, depuis toutes ces années, je te connaissais déjà comme étant un activiste. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce qu'aujourd'hui, comme les Américains disent souvent, when you know better, you do better. Aujourd'hui, avec toute la connaissance qu'on a, toute la maturité qu'on a en termes de politique, le reste, c'est vrai, comme tu le sais, on s'est retrouvé plusieurs fois dans cet activisme-là, mais je pense que tu as beaucoup plus d'expérience parce que je me définis beaucoup plus comme un homme politique. Parce que il y a quand même une différence entre l'activisme et la politique. Donc, je voulais, qu'est-ce qui t'a inspiré très tôt comme ça? Parce que si ça fait plus de 20 ans que je suis aussi aux États-Unis, et that's the kind of time I know you as well. Hein, ça, c'est un peu le temps d'années que je te connais et tu es toujours resté là. Donc, moi, je me suis dit, tiens, il faut bien que je parle à Franck. Qu'est-ce qui t'a inspiré d'être d'entrée du jeu comme ça, plongé dans l'activisme? Bon, d'abord, je considère que je suis né dans une famille qui m'a beaucoup aimé. Mes parents m'ont beaucoup protégé. Mon père m'a beaucoup, mes parents m'ont beaucoup légué, c'est-à-dire les valeurs de justice, de moralité. Et puis aussi, quand j'ai eu 16 ans, il y a un truc, un phénomène qui s'est passé dans ma vie, c'est que j'ai accepté Christ dans ma vie. Et comme John Lewis, moi aussi, j'admirais les Martin Luther King, les Rosa Parks, les Frederick Douglass, les Malcolm X, les Harriet Tubman, c'est-à-dire tous les hommes et les femmes qui ont lutté pour des causes qui étaient beaucoup plus grandes qu'eux, m'inspiraient. Et il faut dire la vérité aussi, comme tous les enfants du monde, j'étais en admiration aussi de Spider-Man et Superman. C'est-à-dire que pour moi, la vie a un sens que lorsque vous posez des actes forts pour pouvoir aider les autres. Et donc, très tôt, je me suis dit qu'on peut faire mieux. Et je me rappelle, quand je vivais au Gabon, quand j'étais jeune, j'ai eu une enfance exceptionnelle. Je pense que j'ai été béni. À chaque fois, je me rappelle encore à Noël, parce que mon père travaillait à Elf, l'hélicoptère descendait avec le Père Noël. Et il avait un cadeau en mon nom. Et je n'étais pas le seul. Tous les cadres ou tous les ingénieurs d'Elf, leurs enfants, c'était la même chose. Et quand j'ai vu ça, j'étais émerveillé. Mais ce n'était pas une réalité pour tous les Gabonais. Et je l'ai découvert un peu plus tard quand je suis parti en France et puis aux États-Unis, quand je revenais pendant les vacances, je me suis rendu compte qu'il y a un autre Gabon, qu'il y a un Gabon qui est très sombre, qu'il y a un Gabon qui n'est pas juste, il y a un Gabon où les hommes et les femmes vivent dans la précarité. Et ça, c'était à l'époque. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette précarité est encore beaucoup plus accentuée. Voilà pourquoi je suis déterminé plus que jamais à lutter pour une cause qui est beaucoup plus grande que moi. Maintenant, moi, je ne suis pas intéressé à détruire mon pays. Je ne suis pas intéressé à faire du mal à qui que ce soit, mais je suis intéressé à troubler les autres. Je suis intéressé à créer un mouvement de telle manière qu'on s'assoit et que l'on change fondamentalement la manière dont on gouverne au Gabon, parce que je pense sincèrement que le Gabonais doit être au centre de ceux qui se décident et le Gabon aussi. Parce que le Gabon est un pays très riche et je pense que c'est bon pour notre nation de pouvoir non seulement soutenir et permettre à tous ces enfants de prospérer et de jouir du fruit Gabon. Voilà pourquoi je lutte pendant des années et j'ai décidé de lutter pour le reste de ma vie parce que je suis convaincu que le meilleur Gabon est possible. Et pour que ce meilleur Gabon soit possible, je ne peux pas le voir en restant tranquille chez moi. Il faut que je trouble les autres. Bien entendu, mais vous savez, c'est un de phrases de cette icône, John Lewis, qui dit souvent le trouble positif, trouble qui engendre la positivité, qui engendre le progrès dans une société est un bon trouble. Ce sont ces mots. Mais seulement, la petite différence qu'il y a, c'est que
c'est vrai qu'il y a une certaine admiration dans le travail de l'activisme, mais pourquoi est-ce que cet activisme est fait seulement au niveau de l'étranger? Tu n'as jamais pensé, par exemple, aller répartir au pays? C'est vrai que ça, c'est inclus, il y a quand même, on peut dire qu'il y a des risques. Il y a des risques dans l'activisme. Parlant des risques, on a vu comment plus de 40 fois John Lewis lui-même est allé en prison. Et, et il était toujours prêt, même à cet âge-là. Il te disait toujours que je suis toujours prêt à aller en prison. Pourquoi? Quelle est la différence qu'il y a, par exemple, entre cet activisme que tu as commencé très tôt, très jeune, et il n'est pas embrassé, il n'est pas allé sur le front? Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les populations dans les pays africains, le Gabon en particulier, ils sont là et puis ils arrivent, installent, ils sont complètement déphasés. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont même accepté l'oppression, ils ont même accepté la pauvreté, ils ont même accepté la misère. Alors, c'est juste l'impression que ça donne parce que il y a un manque il y a comme un manque d'espoir. Nous qui sommes en étranger, là, je veux m'inclure là-dedans. Je pense bien qu'à un moment donné, il va falloir que, avec toutes ces idées-là, avec toutes ces directions, cette lumière qu'on a reçue, il faut voir un peu l'image de la caverne, là où tu es un prisonnier, tu es sorti de la caverne, tu as vu la lumière. Tu ne peux pas seulement te contenter de voir la lumière et dire aux autres qui sont dans la caverne, il y a plus que ça. Il y a le Gabon comme il est et le Gabon comme il doit être. Donc, est-ce que tu as déjà pensé à une fois, un jour, repartir, combattre sur le terrain même? C'est que c'est une question difficile, mais est-ce que c'est une possibilité que la majorité d'entre nous, un jour, qu'on décide de tous rentrer et puis aller changer les choses ou bien combattre le système sur place? C'est une très bonne question que tu me poses et en effet, beaucoup de gens me la posent qu'en fait, le vrai combat pour le Gabon se déroule au Gabon. Et c'est vrai que Martin Luther King ne s'est pas battu pour la libération de son pays dans un autre pays, mais il s'est battu dans son pays. C'est vrai que John Lewis aussi ne s'est pas battu à l'extérieur des États-Unis, mais s'est battu dans les États-Unis pour pouvoir changer les choses. Bon, la question que tu me poses, c'est que, bon, moi, je suis prêt à venir au Gabon, mais est-ce que le Gabon est prêt à me recevoir? Ça, c'est une autre question. Bon, c'est vrai que les risques sont grands. Les risques sont grands. Il y a des hommes et des femmes qui, avant moi, ont essayé de changer les choses au Gabon. Et nous savons tous comment ils ont terminé. Certains d'entre eux sont allés en prison et tu sais très bien les conditions dans lesquelles nos prisons sont. Ce n'est pas les prisons là où on a mis John Lewis ou Martin Luther King. Okay? Parce que même si aux États-Unis tu es un prisonnier, quand même, il y a une certaine dignité que l'on préserve. Même si c'était dans les années 60, les prisons étaient meilleures que les prisons que l'on nous donne au Gabon. Ils étaient habillés, ils étaient nourris, ils étaient voilà. Quand bien même il y avait la pression, je ne veux pas négliger le fait que la prison n'est pas bon, que tu sois aux États-Unis ou que tu sois au Gabon, et je ne veux pas dire aussi que c'était facile pour King et pour John Lewis quand ils étaient en prison. Je ne veux pas dire ça. Mais bon, on a notre réalité. Nous, au Gabon, nous avons notre réalité. Et c'est vrai que de plus en plus, moi-même, je suis en train de penser que peut-être qu'il est bon que je décide de rentrer au Gabon avec d'autres compatriotes et qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire directement sur le terrain. Bon, c'est une idée qui est en train de germer dans mon esprit. Aujourd'hui, les personnes qui m'aiment beaucoup me le déconseillent. On a un exemple de quelqu'un qui aimait le Gabon et qui était un activiste. Je parle de Landry Washington qui a décidé, lui, de partir. Nous savons tout comment ça s'est passé. Il s'est retrouvé pratiquement près de 3 ans et demi, presque 4 ans en prison. Gloire à Dieu, aujourd'hui, il est libéré. Bon, mais il a quand même perdu 4 années de sa vie. Et ce que tu dis est tout à fait vrai. Bon, Mandela aussi, quand il s'est battu pour son pays, il l'a mis en prison pendant 27 ans. Donc, quelquefois, si on veut changer notre pays, si on veut changer nos nations, il faut que l'on paye le plus haut prix. Et vous avez sans doute raison que quelquefois, il faut se sacrifier soi-même afin que les autres puissent vivre bien. C'est tout ce que je peux dire pour cela, mais j'y pense. Non, mais non, je sais que c'est une question difficile parce que même moi, on m'a toujours posé cette question de savoir, voilà, vous qui avez eu la possibilité de bénéficier du pays, c'est vrai, on a été, nous sommes devenus, c'est quand même à cause du pays. Donc, à un moment donné, il va falloir que l'on ait le courage. Ce qui détermine aujourd'hui, ce qui définit les gens comme John Lewis, c'est surtout le courage.
le courage d'avoir se lever devant la plus grande puissance au monde. Il faut quand même dire que nous sommes ici aux États-Unis et les États-Unis n'est pas un pays facile. Là où tu as le FBI, tu as la CIA et toutes ces entités-là, c'est vrai que c'est des entités américaines, mais qui ne sont pas toujours favorables aux Noirs. Donc, je crois que l'interpellation qu'on a aujourd'hui, c'est essayer de comprendre que souvent, le combat dans lequel beaucoup d'entre nous ont commencé depuis longtemps et certains qui vont là, ce n'est pas un combat forcément qui est un combat de 1 ou 2 jours. Il faut absolument voir ça en long terme. Et à long terme, c'est aussi apporter cet élément d'éducation parce que les gens souvent ne comprennent pas le bien fondé d'avoir un pays où il y a des personnes qui acceptent de ne pas s'entendre. Il faudrait qu'on ait la possibilité de disagree without being disagreeable. Il faudrait qu'on accepte de dire, voilà, cet homme-là, qu'on appelle Frank Joktan, il n'est pas d'accord avec certaines choses, on nous donne la possibilité de s'exprimer, de dire pourquoi il n'est pas d'accord. Parce qu'à la fin de la journée, tout ce qu'on a de commun sur le pays, et ceux qui commandent le pays, ou ceux qui sont aux affaires, ce n'est pas leur pays, c'est notre pays pour tous. Donc, ils n'ont pas le droit de t'influencer ou bien de t'intimider. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut répudier. Donc, les plus dangereux, ce n'est pas ceux qui dénoncent. Les plus dangereux, c'est ceux qui empêchent à ceux qui veulent. C'est parce qu'eux, ils sont concernés par le pays et la direction qui va le pays. Donc, parlons de John Lewis. Aujourd'hui, à ce grand homme-là, comme tu venais de dire, mais le fils d'un sharecropper, ceux qui ne connaissent pas ça, le sharecropper, c'est des esclaves qui, au sorti de l'esclavage, on a donné la possibilité aux esclaves de travailler les champs et puis de partager le fruit de leur travail aux anciens esclavagistes. Et je peux te dire que c'était quelque chose de très, très, très difficile parce que les anciens esclavagistes étaient des malhonnêtes. 2 fois, les gens ont travaillé et à la fin de la journée, ils brûlaient le contrat parce qu'ils avaient toujours dans la tête que ces gens-là, c'était des anciens esclaves. Ils n'avaient pas beaucoup, ils n'avaient pas beaucoup de pouvoir. Donc, partant de là d'un enfant qui est vraiment fils d'un esclave, partons de là, John Lewis qui dort dans le Congrès américain comme député, il faut dire quand même que c'est vraiment c'est incroyable pour ceux qui connaissent qui comprennent l'histoire. Donc, c'est pourquoi je disais vraiment ici, surtout ce qui est des États-Unis ici, je pense bien qu'il faut toujours donner le crédit là où le crédit se trouve. Tu es là dans l'activisme depuis longtemps. Je n'espère pas, I don't hope, je n'espère pas de toi quelqu'un de parfait, mais tu fais ce qui est nécessaire comme un vrai fils du pays. Donc, lorsque tu vois cette expérience-là, d'un homme qui est né presque fils d'un esclave, aujourd'hui se retrouve à la tête, presque au sommet de la pyramide américaine en termes de pouvoir. Quelqu'un qu'on appelait la conscience du Congrès. Je parle du Congrès américain. Donc, qu'est-ce que ça te donne comme espoir pour le Gabon? Ben, écoute, ça me donne l'espoir que quand on a des fermes convictions, malgré les obstacles, on a la possibilité de changer les choses. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à tout le monde que c'est vrai que quand on veut changer les choses, c'est pas facile, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que ce n'est pas faisable. Je pense que le succès de John Lewis est tout simplement dû au fait que c'était un homme aussi de principe. Ces principes, c'était quoi? C'est qu'il voulait changer fondamentalement les États-Unis, mais en ne détruisant pas les États-Unis. Donc, c'est-à-dire que pour lui, il voulait, comme il dit, il voulait être disruptive, but not destructive. C'est-à-dire, il voulait donc troubler les choses afin de pouvoir amener l'attention là où il y a les problèmes, mais son but n'était pas de détruire les États-Unis. Donc, ça, c'est ça. Et je pense que c'est ce qu'il a gardé aussi longtemps. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que les forces qui voulaient le garder captif, les forces qui voulaient l'empêcher d'évoluer, lui, il a décidé de se battre pour pouvoir se lever au-dessus de ces forces-là. Et je suis très heureux d'avoir appris aujourd'hui que la librairie qu'il a refusée, la bibliothèque qu'il a refusé de lui donner le livre, il y a de cela, quand il avait 16 ans, quand il était maintenant congressman et qu'il a écrit un livre, c'est cette même bibliothèque qu'il a fait appel. Et c'est dans cette bibliothèque-là que les Noirs et les Blancs sont venus et il a signé son livre. Et à la fin, on lui a donné la carte qu'il espérait
quand il avait 16 ans. Donc, ce que je veux dire par cet exemple, c'est que tout est possible. Tout est possible. Ce que nous devons faire, c'est d'avoir une vision qui est claire. Nous devons avoir des convictions qui sont fermes et nous ne devons pas accepter d'être corrompus. Nous ne devons pas accepter de monnayer nos convictions. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à pouvoir changer efficacement comme John Lewis l'a fait parce qu'ils sont corruptibles. Tandis que John Lewis n'a pas été corruptible. Et il a compris aussi que pour pouvoir changer une nation, il faut aller au centre même du pouvoir. Et voilà pourquoi il s'est donné et il est devenu un congressman, un député, et l'un des meilleurs députés que l'Amérique n'a jamais connu. Comme tu l'as si bien dit, on dit que c'est la conscience du Congrès américain. Ce n'est pas un petit mot. La conscience du Congrès américain. Donc, parce que c'était un homme droit, c'était un homme qui était ferme dans ses bottes. C'était un homme qui savait où il allait, il savait ce qu'il voulait. Et comme il disait souvent Martin Luther King, si on n'apprend pas à vivre ensemble comme des hommes, nous finirons par périr comme des bêtes. Voilà. Absolument, ça, c'est une bonne conclusion, conclusion par rapport à cet argument-là. Et c'est vraiment impressionnant de voir que parmi les gens qui détestaient John Lewis, il faut dire que il y avait certains membres du Ku Klux Klan. Ça ne fait pas longtemps qu'un membre du Ku Klux Klan qui détestait ce type-là. Mais lorsqu'il a appris à connaître John Lewis, il a décidé, et pour ceux qui ne connaissent pas le Ku Klux Klan, ce sont les gens qui sont habillés en blanc là, qui détestent les Noirs et qui détestent les Noirs, les gays, tout le monde, là, les immigrants et tout le reste. Donc, lui, et il brûle la croix comme ça, là, ils intimident les gens. Voilà. Donc, lui, il a demandé des excuses à John Lewis. Et c'est quelque chose que John Lewis le disait même qu'il ne s'entendait pas. Du fait que souvent, on pense que les gens sont mauvais éternellement. Et comme on dit souvent, les choses, c'est souvent les stupides qui ne changent pas d'avis. Donc, tu avais une personne qui était dans une organisation dont l'objectif, c'est de bloquer, c'est de faire du mal aux Noirs, c'est de bloquer le progrès des Noirs. Et puis, tout d'un coup, comme ça, là, après des années, cette personne a revenu demander pardon à Lewis. C'était vraiment un moment émouvant. Donc, je voulais te demander par rapport à ce qui se passe au pays. Je sais que souvent, la relation qu'il y a entre ceux qui sont au pouvoir et ce qu'on appelle les opposants, généralement bien les activistes, parce que tout, on mélange tout. Généralement, c'est une relation vraiment qui est très dure. Et je me pose la question de savoir, est-ce que dans un Gabon qui se veut, qui prône le progrès, le dialogue et tout le reste, on peut arriver à un stade où les fils du Gabon pourront s'asseoir pour avoir une conversation qui va dans le sens de faire avancer le pays, quel que soit tout ce qui se passe comme mal ou bien tout ce qu'on voit aujourd'hui, le gaspillage qu'il y a par exemple au pays, des ressources de l'État, nos parents qui souffrent. Arriver au stade où les acteurs, que ce soit politiques ou de la classe civile, arrivent au point où ils comprennent que l'intérêt de la nation est beaucoup plus que les intérêts personnels. Très bien. Mais écoute, d'abord, j'aimerais me focaliser sur John Lewis un peu et puis je vais rentrer un peu dans le Gabon. Ce qui est important aussi de noter, c'est que John Lewis a défié le système américain parce qu'il savait, parce qu'il s'était appuyé sur des principes qui étaient des principes qui étaient moraux. Il savait qu'il n'avait pas tort. Il savait que le système américain avait tort de traiter les Noirs comme il les traitait. Donc ça, c'est important de savoir. Et il savait que c'était une question de temps, que tôt ou tard, ils allaient finir par comprendre. Donc, moi, je ne suis pas surpris de voir ce top de Ku Klux Klan lui demander pardon. Parce que les mêmes policiers, les state troopers, comme on les appelle aujourd'hui, qui, il y a de cela, en 1965, ont tapé sur les Noirs et ont même cogné sur la tête de John Lewis au point où son crâne a été ouvert. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes les enfants des descendants de ces state troopers qui ont accompagné John Lewis. Est-ce que vous voyez un peu comment la vie est? Donc la roue tourne. Et pourquoi ils le font? Et aujourd'hui, ils l'ont fait avec fierté. Parce qu'ils voient que c'est un homme honorable et que c'était un homme qui luttait pour une cause juste et noble. Maintenant, pour revenir à notre pays, le Gabon, vous savez, comme tu l'as si bien dit, nous, le Gabon, c'est notre mère. Le Gabon, c'est notre patrie.
Donc, tôt ou tard, il faudrait que l'on puisse s'asseoir et que l'on puisse construire le Gabon que nous voulons bâtir tous ensemble. Mais pour y arriver, il faut qu'il y ait certains ingrédients. Le premier, je pense qu'il faut d'abord aimer le Gabon. C'est-à-dire que donc, il faudrait que tous les Gabonais puissent sincèrement aimer le Gabon. Et deuxièmement, les Gabonais ont besoin de s'aimer entre eux aussi. OK? Et les Gabonais ont besoin de se pardonner. Vous savez, le pardon n'est pas seulement à sens unique, mais il est à deux sens. C'est-à-dire que la personne qui a fait l'offense doit pardonner, mais la personne aussi qui a été offensée doit pardonner. Et je suis convaincu que si on s'assoit et qu'il y ait la vraie justice, c'est-à-dire que ceux qui ont fait du tort devraient non seulement accepter le tort qu'ils ont fait, mais trouver les moyens aussi de pouvoir réparer le tort. Je m'explique. Aujourd'hui, les Juifs, par exemple, à cause de ce qu'ils ont subi par l'Allemagne, ils ont demandé ce qu'on appelle des réparations. Et aujourd'hui, il y a des réparations. Les Juifs ont des réparations de l'Allemagne. Et aujourd'hui, les Juifs disent que plus jamais on va leur faire ce qui s'est passé dans le passé. Et moi, je pense que au Gabon, il faut qu'on s'assoie et que l'on décide ensemble que ce qui s'est passé, où vous avez un petit groupe de personnes qui dominent et qui oppressent les autres Gabonais, que ça ne se reproduise plus. Et que ceux qui sont coupables admettent qu'ils sont coupables. Et que s'ils ont pris des milliards, qu'ils redonnent, qu'ils prennent une bonne partie de ces milliards et qu'ils les réinjectent dans l'économie, ou s'ils ont des compagnies qui puissent embaucher 60%, si ce n'est 70% des Gabonais, on va trouver une formule pour que l'injustice qui a été commise puisse être réparée. Bon, mais maintenant, ce n'est pas à moi d'imposer quoi que ce soit. Ensemble, nous allons discuter et nous allons trouver un moyen ou un mécanisme qui permettra à tout le monde d'être sur la même page. Parce qu'à la fin de la journée, les enfants du Gabon doivent vivre et s'épanouir dans leur propre pays. Absolument. Nous avons aussi vu que il y avait l'absence du président de la République, le président Trump, aujourd'hui au Congrès. Et j'espère que certainement tu vas donner un commentaire, mais je suis sûr que cette absence est due aussi, tu sais que John Lewis avait aussi refusé d'assister à l'inauguration de Trump. Bon, beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. Il avait refusé d'aller à l'inauguration en tant que congressman. Mais maintenant, lorsque le corps de John Lewis arrive au Congrès et que Donald Trump refuse de venir payer hommage, lui rendre hommage plutôt à John Lewis, comment est-ce que quelle est ton interprétation de cette situation? Moi, je pense que le président Trump a tort. On parlait justement de réconciliation. Moi, plutôt que des formes de juifs, je pense plutôt que ce qu'on aura besoin au Gabon, c'est surtout la réconciliation, comme ça se passait en Afrique du Sud. Même si ce n'est pas vraiment de l'apartheid qui se passe au Gabon. Mais si ça se passe dans le sens financier, je pense bien que la guerre, ce n'est pas forcément l'absence de guerre. C'est-à-dire que les gens pensent que la paix, alors bien la guerre, c'est l'absence on dit souvent que la paix, c'est l'absence de guerre. Mais en réalité, il y a des gens, par exemple, au Gabon, qui sont dans une situation de guerre et pourtant, ils ne se battent pas avec des gens physiquement. Donc, l'apartheid en Afrique du Sud, c'était violence, c'était physique et tout le reste, manque d'opportunités. Mais au Gabon, le fait que beaucoup de Gabonais n'ont pas accès aux ressources de leur pays et qui souffrent, qui passent des moments très difficiles alors que dit-on que le Gabon est un pays riche, je pense qu'il y a quand même une fermentation vraiment de mauvais esprits. Donc, si un jour, il y a une possibilité que les choses puissent s'arranger, donc c'est dans ce sens que je voulais venir pour essayer de te donner beaucoup plus de possibilités d'argumenter. Nous avons vu avec le grand John Lewis, qui apparemment était un homme bien, qui a un bon cœur, mais il avait refusé d'assister à l'inauguration de Trump. Aujourd'hui, le président Trump ne s'est pas présenté au Congrès. Comment est-ce que tu expliques cette situation? Bon, d'abord, je comprends John Lewis. La politique, excuse-moi de t'amener là-dedans, mais je sais que toi, tu as un côté aussi politique très, très avancé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis très heureux de répondre à ta question. Tout d'abord, si je dois trancher, je suis pour John Lewis. C'est-à-dire que John Lewis
La raison pour laquelle il n'est pas allé à l'inauguration de Donald Trump, c'est parce qu'il voulait lancer un message fort, qu'il n'est pas d'accord avec l'attitude que Donald Trump a vis-à-vis de la communauté noire. Ça, c'est un. Maintenant, moi, je pense que Donald Trump a manqué l'opportunité de montrer aux Américains qu'il est le président de tous les Américains sans exception. C'est lui le chef de l'État. Et donc, plus qu'il est le chef de l'État, c'est lui qui doit montrer l'exemple. Même si ce que John Lewis a fait ne paraissait pas bon aux yeux de certaines personnes, lui, il devait s'élever au-dessus de tout ça. Et je pense qu'il aurait grandi en galon, il aurait grandi en estime d'être là-bas. Bon, mais il n'est pas allé parce que Donald Trump, il est comme il est. Bon, mais il faut aussi savoir que Donald Trump et la communauté noire, il y a une tension entre les deux. Tu l'as très bien vu aussi avec l'histoire de George Floyd, par exemple, où il a dit des choses qui ont vexé beaucoup de personnes, à un tel point que les gens ont voulu assiéger la Maison-Blanche, il a dû se cacher dans un bunker. Lui, par exemple, il n'est pas d'accord que l'on dise que Black Lives Matter, parce que pour lui, il pense qu'il n'y a pas que les Noirs qui sont brutalisés par la police, mais que c'est tous les Américains sont brutalisés par la police d'après lui. Donc, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas que le racisme est fort dans le pays, par exemple. Il ne reconnaît pas ça. Et je pense qu'il a tort. Mais je comprends aussi pourquoi il se comporte ainsi. Parce qu'il faut dire la vérité, Donald Trump est venu au pouvoir parce qu'il y a une partie de l'Amérique blanche qui est raciste et qui pense que l'Amérique est un pays de blancs. C'est un pays où les blancs sont au contrôle et les blancs doivent tout contrôler. Et donc, Donald Trump est là pour servir leurs intérêts. Et donc, par conséquent, plus que ce sont ces gens-là qui l'ont amené au pouvoir, bien entendu, il ne peut pas se dissocier de ces gens-là. Et donc, pour lui, c'est une offense, non seulement pour lui, mais pour ces gens-là aussi, d'être présent aux funérailles de John Lewis. Mais si moi, j'étais Donald Trump, vraiment, je l'encouragerais à partir parce que ça le grandirait. Parce que nous sommes tous humains et nous voulons tous la même chose. Nous voulons la vie, nous voulons la liberté et nous voulons aussi la poursuite du bonheur. C'est ce que John Lewis voulait, c'est ce que les Noirs veulent aux États-Unis, c'est ce que les Noirs veulent partout, ce que les Africains veulent aussi dans leur propre continent. Et tout homme qui désire donc la liberté, qui désire comment dire ça, la liberté, la vie et la poursuite du bonheur, ce sont des hommes et des femmes qui devaient être honorés. Et donc, je pense encore une fois que Donald Trump a manqué l'occasion. Mais bon, ce n'est pas surprenant. C'est un président qui est très controversé. Vous le savez très bien, à un tel point que même John McCain a donné des ordres bien précis. Quand il était mort, il ne voulait pas voir le président des États-Unis dans ses funérailles. Donc, par conséquent, Donald Trump n'a pas pu assister aux funérailles de John McCain. Donc, on voit très bien qu'ici, c'est deux idéologies qui sont en train de se contrecarrer. Moi, je suis pour le pardon. Je suis pour qu'on trouve un terrain d'entente et qu'ensemble, on travaille pour pouvoir améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et je pense que l'absence de Donald Trump ne favorise pas justement le bon vivre ensemble entre les Américains, mais au contraire, cela démontre bien qu'il y a malheureusement encore deux Amériques et cela démontre bien que le combat de John Lewis n'est pas terminé, que nous devons le continuer. Et ma prière et mon souhait, c'est que d'autres jeunes Noirs américains se lèvent et prennent le flambeau là où il a laissé, afin que réellement il y ait dans ce pays une justice pour tous et qu'on voit tout le monde de la même manière et qu'aucun homme ne soit jugé par la couleur de sa peau, mais par le content of his character, dont dirait Martin Luther King. Absolument, absolument, par le content of his character. Moi, je pense bien que c'est le combat, la liberté ou le droit de l'homme, c'est un combat universel. Et tu as vu, on va de in and out entre le Gabon et essayons de faire le parallèle avec les États-Unis. Bien que c'est vrai que d'aucuns diront que les États-Unis n'est pas au stade du Gabon, mais ils sont des êtres humains. Nous sommes ici. On voit qu'ils ne sont pas aussi différents que nous. Donc, il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas dire parce que le Gabon a eu l'indépendance en 1960 qu'on ne peut pas arriver au degré d'intelligence, au degré de démocratie. On peut même dépasser les États-Unis si on veut, parce que nous, au Gabon, on est une population homogène. S'il faut regarder la communauté blanche comme étant une communauté différente de Noirs américains et tout le reste. Donc, je crois que c'est très important et je suis sûr que si tu suis bien la politique américaine, tu verras que le flambeau a été déjà
a été déjà donné à la génération prochaine. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont très actifs et qui vont continuer cette œuvre-là. Tu es d'accord avec moi que les jeunes comme Cory Booker dans le Sénat, Booker, et tout le reste, Camilla et tout le monde, tout le reste là, ils ont le flambeau a été déjà partagé donné à la prochaine génération. On espère seulement que les gens auront le courage que cet homme a eu, le courage d'aller en prison, parce que l'idéal qu'il a regardé, c'était pas seulement l'idéal, ils sont au niveau des États-Unis. Aujourd'hui, on s'inspire, beaucoup de gens, des jeunes, à l'occurrence toi-même et les autres, s'inspirent de ce combat-là. C'est un combat dur, parce que il faut vraiment voir les choses à long terme. Sinon, c'est très difficile d'être un activiste. Il faut vraiment applaudir les gens qui sont là, qui ne font que ça. Bon, quand je dis qu'ils ne font que ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais compromis leur intégrité par rapport au combat qu'ils mènent. Mais c'est un combat noble, il faut le reconnaître. C'est un combat noble. Et un jour, ça paye toujours. Sauf que bon, il va falloir qu'on essaie de réfléchir sur la possibilité de changer de méthodologie. Parce qu'il faut dire aussi qu'après un certain temps, si ce qu'on a fait ne marche pas comme on veut, il va falloir quand même s'asseoir et dire quelle est la meilleure procédure, la meilleure méthodologie. Parce que ceux qui détiennent le pouvoir, ils ont des méthodologies sur comment maintenir le pouvoir. Donc, toi qui cherches le changement, le peuple qui change le changement, vous doit aussi, à un moment donné, réfléchir sur les méthodologies de comment l'agenda devant. Alors, donc, nous sommes à 36 secondes. Je t'ai promis 45 minutes. On a encore du temps ici, si tu me le permets. Ce serait de parler, parce que moi, si on m'avait posé la question de savoir ma position par rapport à John Lewis et Donald Trump, moi, j'avais carrément dire que, bon, j'ai pas apprécié le fait que John Lewis n'aille pas à l'inauguration de Donald Trump, parce que c'est un homme de principe. Il a refusé à bigotry. Les gens qui veulent diviser ce pays-là, il ne va pas là-bas. Il y a quelqu'un qui a posé la question à la nièce de Martin Luther King, et la nièce de Martin Luther King a répondu que son père serait allé à l'inauguration. Mais lui, il a répondu, tel que je connais Martin Luther King, il n'aurait pas, il ne serait pas rendu là-bas à l'inauguration. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que la grandeur de l'homme ne devait pas le coincer dans une boîte. C'est-à-dire que l'image qu'il a des États-Unis est au-delà des convictions des gens. Ce sont des donc, aller à l'inauguration ne devait pas enlever quelque chose de lui. Il pouvait aller assister sans pour autant embrasser justement les idéaux que Donald Trump défend. Parce que beaucoup pensent que Donald Trump n'est pas vraiment un politicien. Il n'a pas une carrière d'activiste, on dit, de politicien. Quelqu'un qui s'est rendu sur la scène politique comme ça, là, du jour au lendemain. Donc, on ne devait pas trop aussi lui tenir c'est-à-dire être. C'est pas quelqu'un qui a une grande moralité, d'après moi. Il n'a pas une grande moralité en ce qui concerne les relations entre les races, si on peut utiliser ça comme ça. Donc, on connaît que c'est quelqu'un qui sort des choses comme ça, mais on ne doit pas toujours regarder tout à la lettre. C'est-à-dire, s'il dit quelque chose, bon, parce que j'ai dit quelque chose, Franck a dit quelque chose, donc par conséquent, je ne pourrais pas aller assister à quelque chose. À la fin de la journée, tu restes un Gabonais. Si tu as demain, je deviens président, tu deviens président. Même si au niveau des techniques ou bien de l'idéologie, on ne tombe pas d'accord souvent, mais il faut savoir quand même comprendre qu'il y a quand même ce qu'on appelle l'intérêt de la nation. Donc, c'est un peu là où je voulais mettre un peu la différence entre les deux. Mais, comme tu as si bien dit, quand tu es président de la République, tu n'es pas un congressman. Un congressman, c'est vrai qu'il est congressman pour tout l'État, mais c'est un État et il représente aussi son parti. Donc, c'est un peu beaucoup plus petit que président de la République. Donc, pour lui, ne pas se présenter au Congrès, c'était un manque à gagner politiquement. Et ça va, comme tu le sais, ça va lui coûter cher. Parce qu'on a seulement comme 100 jours, au moins de 100 jours qui nous restent pour commencer. C'était un mauvais mouvement, je ne sais pas qui pensait le président Trump, c'était un manque à gagner politique, ça va lui coûter extrêmement cher.
Non, non. Revenons ici toujours, restons aussi sur la politique américaine. L'activisme, c'est aussi avoir la possibilité de galvaniser les autres autour des problèmes qui minent nos communautés. C'est vrai que tu es un Gabonais américain, c'est vrai que le Gabon, c'est ton pays d'origine, mais tu vis aux États-Unis. Donc, les États-Unis, c'est aussi ton pays. C'est ton pays à passer la majeure partie de ton temps ici aux États-Unis. Nous avons une élection qui est en vue. Et je ne vais pas ici là, te demander de quel parti tu es ou bien qui tu vas voter pour. Tu es libre de nous donner cette Bien. information. Mais ce que je voulais savoir, c'est qu'en tant que leader, tu es un activiste très connu sur la plateforme africaine, mais aussi au Gabon. Mais on reconnaît que tu es un membre de notre communauté. Est-ce qu'il y a des activités que tu as commencé à mener dans la communauté pour essayer de galvaniser nos gens qui sont à l'âge de voter, nos jeunes qui sont à l'âge de voter, mais aussi ceux qui ont la nationalité, qui ont la possibilité de voter, de comprendre que nous sommes à une période charnière, là où la personne qui est au pouvoir en ce moment-là a tenu des propos même insultants envers les Africains que toi-même tu connais. Est-ce que ce n'est pas le moment d'utiliser ce skill-là, cette possibilité que tu as parlé aux gens, essayer de parler à notre communauté, essayer d'être un peu active dans le vote, être impliqué dans ce qui se passe dans notre communauté. Donc, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu as commencé des petites conversations avec les autres ou bien il faut qu'on commence à faire un programme sur ça? Parce que c'est très important aussi. Très bien, je suis content que tu parles de ça. Je pense qu'il est important que oui, que les Africains qui vivent aux États-Unis, qui ont la double nationalité, qui sont africains et américains, puissent s'impliquer, tout comme nos compatriotes ou bien nos frères en Europe font. En ce moment, en France ou bien en Europe, il y a une forte diaspora africaine qui influence la politique de ces différents pays. Et je rêve du jour aussi où aux États-Unis, il y a une force noire africaine qui aussi pèse de tout son poids. Aujourd'hui, les Africains se plaignent que l'Amérique, où ils sont en ce moment, n'est plus comme à l'époque des Clinton ou à l'époque de Bush. Parce qu'il y a moins, parce que Trump a coupé énormément de services, il a resserré un certain nombre de choses et tout, et beaucoup d'Africains aujourd'hui se trouvent désemparés. Mais j'aimerais pouvoir dire que si nous voulons que les choses changent, ce n'est pas seulement de rester assis, mais c'est d'être impliqué. Donc, ce que tu es en train de proposer est une bonne idée, où nous avons la possibilité en tant qu'Africains de nous retrouver et essayer de penser comment on peut influencer nos compatriotes qui ont la nationalité américaine à être actifs en novembre et de voter un président. Maintenant, on ne va pas dire aux gens qui doivent voter parce que chacun a sa conscience, mais au moins présenter les enjeux, présenter ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. Je pense que nous devons, les Africains qui vivent aux États-Unis devraient voir les candidats sous cette lumière-là. Est-ce qu'un Donald Trump est bon pour les États-Unis, est bon pour les États-Unis, oui, et est-ce qu'il est bon aussi pour la communauté africaine qui vit aux États-Unis? Voilà les points. Est-ce que Biden est bon pour la communauté, pour les États-Unis et pour les Africains qui vivent aux États-Unis? Voilà les points. Et moi, à la fin de la journée, j'espère que là où ça penche plus vers nos intérêts, que c'est là où les Africains vont se pencher. Donc, je pense que c'est un travail que nous devons faire afin de devenir aussi une force. Aujourd'hui, John Lewis était fort parce qu'il faisait partie de ce qu'on appelle le Black Caucus. Et le Black Caucus est un groupe de congressmen noirs américains, de députés noirs américains, qui ont acquis du pouvoir politique et ils utilisent leur pouvoir politique afin de pouvoir changer les lois et que les lois soient favorables à leur peuple. Et cela est important. Et moi, je pense aussi qu'il faudrait aussi de plus en plus d'Africains, c'est-à-dire de Noirs qui sont africains et qui sont devenus américains, de pouvoir aussi influencer le Congrès. Mais je pense qu'il y a aussi des mouvements comme ça. Par exemple, il y a cette femme-là dont Trump a dit qu'elle doit repartir dans son pays. Si elle n'est pas contente, j'ai oublié son nom, ça m'échappe. Donc voilà, de plus en plus, pour la première fois dans l'histoire américaine, Ilhan Omar. Voilà, de la Omar, ok, qui est, je crois, du Soudan ou de la Somalie, si je ne m'abuse. Somalie, voilà. Et donc voilà, et qui a réussi à devenir une députée ou un député. Donc c'est important que nous aussi, en tant que, comme toi aussi, qui est un Gabonais américain,
et qui, la dernière fois, a aspiré à une position politique. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on encourage cela. Et à chaque fois que parmi nous, il y a des Gabonais ou des Africains qui désirent faire de la politique aux États-Unis, il est bon qu'on les encourage parce que quand ces hommes-là vont de plus en plus haut dans l'échelle de la politique, ils seront en mesure de pouvoir parler à l'oreille du président et donc d'influencer la politique américaine vis-à-vis de notre continent. Absolument. Mais ça, c'est un cas. Parce que généralement, l'erreur qu'on fait la plupart du temps, c'est d'oublier qu'en même temps que nous sommes attachés à nos pays d'origine, en même temps qu'on doit, on doit apporter notre apport, mais il ne faut pas oublier que notre force aussi viendra par rapport à la façon dont nous sommes organisés dans ces pays hôtes. Donc, tu as si bien dit, tu as vu le résultat lorsque j'étais candidat à la députation. C'était vraiment triste parce qu'il y avait toi et puis quelques frères. On était députés au nombre de 5 seulement qui étaient au devant de la scène. Et là, il n'y avait pas quelle est son idéologie. C'était un frère africain, un frère gabonais qui est en train de se présenter et vous êtes venu. Donc, je voulais profiter de l'occasion pour vous remercier à toi et les autres, la Dream Team et tout le reste, Alain, Andossi et tout le reste, Georges, John et comment. Il va falloir que l'on transcende vraiment nos pensées habituelles. Il faudrait qu'on arrive à transcender notre vision de ce qui est les mutations qui s'opèrent dans le monde aujourd'hui. Parce qu'on ne pourra pas devenir une communauté forte sans pour autant comprendre qu'ensemble, il n'y a qu'ensemble qu'on fait bouger les choses. Échanger, avoir la possibilité de se parler d'abord et accepter que la personne ait le droit de ne pas accepter ce que vous dites, parce qu'à la fin de la journée, Dieu nous a tous créés et personne ne t'a dit que tu as le droit ou bien le devoir de m'opprimer ou bien de refuser ce que j'ai à dire. Si tu refuses, tu dois dire que tu n'es pas d'accord avec ce que l'autre dit. Mais à la fin de la journée, il va falloir que les Africains commencent ici aux États-Unis à comprendre qu'on représente une force sérieuse. Nous qui sommes ici dans cette comté ici, on est parmi la communauté la plus croissante parmi les immigrants. Lorsqu'on regarde les statistiques, les Africains sont parmi la communauté la plus éduquée aux États-Unis. Et ce sont des atouts qu'on ne met pas en valeur. Lorsque le président Trump dit Make America Great Again, ça c'est un argument très, très, très imposant pour dire que voilà, quand on compare notre communauté à d'autres communautés, y compris ceux qui viennent de l'Europe, on a beaucoup plus de diplômes. La communauté nigérienne, par exemple, en termes de diplômes, master, PhD, ils ont beaucoup plus de diplômes dans cette communauté qu'aucune autre communauté. Donc, déjà, ça veut dire quoi? Lorsque on quitte nos pays, on est déjà éduqué. Quand on reste dans le pays, on est éduqué et on apporte un apport assez important aux États-Unis. Mais si on n'a personne pour essayer d'expliquer ça à ceux qui sont là-haut, quelqu'un comme Trump, il n'a pas vraiment cette habitude de traiter avec les Africains, donc il ne connaît pas. Tout ce qu'il connaît, ce sont les clichés, les images qu'il voit à la télé. Donc, finalement, ce qu'il faut faire, c'est que nous devions comprendre que lorsque tu n'es pas sur le menu, tu es sur le plat. Donc, en ce moment-là, les Africains, si sont sur le plat, il faudrait qu'on soit sur la table de décision et qu'on commence à dire, voilà ce que nos communautés ont besoin. Nous, les Africains, par exemple, on oublie qu'il y a une relation étroite avec les Nord-Américains. Parce que les Nord-Américains que vous voyez là, ils sont qui? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, surtout nous qui sommes sur la côte, là, les Gabonais, tout le monde qui est sur la côte là. Là, certains de nous sont venus ici en esclavage. Et le manque de connaissances ou bien de conscience de cette situation fait qu'on n'est même pas conscient qu'on a le droit d'être ici dans ce pays. Parce que nos ancêtres sont morts pour ce pays, ils ont versé le sang. Mais on a oublié cela et c'est ce qui fait qu'on est en train de négocier avec l'Amérique en position de faiblesse. Donc, il est très important qu'on répare. Il y a un groupe qu'on appelle the African Voting Bloc. J'aimerais que tu fasses partie parce que c'est là où on est en train de débattre les problèmes au niveau de la communauté africaine et des esprits comme toi devaient faire partie de ça. Parce qu'il est très important que tous les Africains viennent ensemble et que l'on commence à montrer aux États-Unis
que nous sommes là et que nous ne sommes pas juste, comme Trump disait, les pays de merde. Donc, moi, je pense que le moment, c'est maintenant. Et lorsqu'on voit les Américains, les Nord-Américains se battre, essayons de venir aussi en aide. On ne peut pas seulement s'asseoir, attendre que c'est les John Doe, Lewis, les Martin Luther King, les Malcolm X font tout le travail qu'il faut et maintenant on attend pour venir enjoy. Il faudrait que quand ils se battent, c'est un combat universel des droits de l'homme et surtout pour nous les Noirs. Il faudrait absolument qu'on ait la possibilité d'embrasser ce combat-là et d'aider parce qu'à la fin de la journée, il s'agit de nous. Les enfants qui sont nés ici, ce sont les Nord-Américains. Ce sont les African Americans. Il n'y a pas de différence. Mes enfants, ce sont les African Americans. C'est vrai que d'origine gabonaise. Donc, il va falloir conscience là et dire que c'est vrai, nous sommes Gabonais, on a une responsabilité envers nos pays, mais il va falloir que nous trouvions la force qu'il faut pour essayer de faire que ce changement qu'on veut, c'est un changement qui est possible. Sinon, ça prendra le changement, qu'on le veuille ou pas, mais ça prendra beaucoup plus de temps. C'est pas ça que tu entends. Si, je suis tout à fait d'accord et je profite donc de l'occasion que tu es en train de dire pour pouvoir remobiliser les Africains et en particulier les Gabonais parce que nous sommes Gabonais. Il y a le pouvoir dans l'unité. Et si vraiment nous voulons être une force, il faut qu'on apprenne à s'unir, il faut qu'on apprenne à parler d'un même langage. Et souvent, on ne sera pas d'accord, c'est tout à fait normal, mais on peut quand même se trouver ensemble, parler, discuter ensemble et trouver un terrain d'entente, un terrain qui permettra à nous tous de pouvoir réussir. Parce que le but, c'est de réussir ensemble, pas au détriment des autres. Okay? Et comme tu l'as si bien dit, le but n'est pas de dominer qui que ce soit, mais le but, c'est de travailler ensemble et de s'épanouir ensemble. Et donc, je profite pour l'occasion, comme tu l'as dit, que oui, de dire à mes compatriotes de participer activement à toutes les activités que les Noirs américains font aux États-Unis. C'est important pour nous de savoir ce qui se passe. C'est important pour nous de nous impliquer dans leurs problèmes pour que comme nous aussi, nous avons des problèmes aussi, qu'eux aussi, en retour, ils viennent et ils s'impliquent dans nos problèmes et essaient de pouvoir nous aider aussi à résoudre les problèmes que nous avons. Je profite aussi de cette occasion, puisque l'émission tire à sa fin, pour pouvoir inviter aussi tous les Gabonais qui se trouvent dans la région, c'est-à-dire à DC ou au Maryland ou en Virginie. Tous les vendredis, on se réunit devant l'ambassade, donc vous pouvez venir, vous avez la possibilité aussi de pouvoir vous exprimer aux Gabonais et de dire quelle est votre vision du Gabon. Et c'est important que nos compatriotes qui sont au Gabon puissent voir l'unité qu'il y a entre nous ici sur la terre américaine, de voir des Gabonais ensemble, jeter le même regard sur le Gabon et afin qu'on puisse lutter ensemble afin de pouvoir faire de ce Gabon un meilleur Gabon. Mais commençons d'abord à faire un meilleur Silver Spring, un meilleur Maryland là où nous sommes. Donc, Gabonais et Gabonaises, il est important pour nous qui vivons ici de pouvoir nous mettre ensemble et de ne pas avoir peur de l'un l'autre parce que nous sommes Gabonais. Et que si on n'arrive pas à s'aimer ici, aux États-Unis, en terre étrangère, même si nous sommes Américains, ok, ce n'est pas au Gabon où on va réussir à s'aimer. Donc, on doit faire ce qui n'a jamais été fait, c'est-à-dire en trouvant des synergies ici aux États-Unis où on peut travailler pour l'amélioration de tous nos concitoyens qui vivent ici aux États-Unis. Regardez les autres communautés comme la communauté sénégalaise, la communauté malienne, qui sont organisées, et même camerounaises. Donc, à chaque fois qu'il y a un Camerounais qui meurt ici, aux États-Unis, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour pouvoir s'assurer que ce corps-là sera acheminé au Cameroun si c'est ce qu'ils veulent. Ils ont un système de tantine où ils mettent de l'argent ensemble. Quand il y a des crises dans la communauté, les Camerounais réagissent très vite. Et c'est important pour nous aussi que quand les Gabonais sont en crise aux États-Unis, peu importe où ils sont dans le continent américain ou sur le pays américain, nous devons pouvoir être en mesure de pouvoir les aider. Et donc, voilà pourquoi j'appelle donc à la solidarité. J'appelle au fait que mettons de côté nos divergences politiques, mais battons-nous pour que le Gabon soit un pays où il fait bon vivre pour tous les Gabonais et battons-nous pour que nous, ensemble, ici, aux États-Unis, nous vivons ensemble et nous participons activement à l'épanouissement de ce pays, parce que c'est ici où nous sommes et que, comme dit le président Trump, de rendre l'Amérique great again, on doit participer dans ça aussi. Et comme tu l'as dit, nous sommes l'une des communautés les plus intellectuelles. Donc, nous devons valoriser nos talents, valoriser ce que nous sommes et montrer à cette nation que nous sommes importants et que nous participons activement à l'essor de cette nation et que nous payons des taxes et que nous faisons en sorte que ce pays aussi est une grande nation. Voilà. Absolument. Je voulais juste te dire que c'est vraiment des bons propos pour conclure
cette conversation qu'on a eue là. Comme je t'ai promis, je ne veux pas abuser de ton temps. Comme tu le sais aussi, time is money. Et je sais que tu as d'autres obligations. Tout ce que je peux te dire, c'est merci vraiment d'avoir accepté cette invitation sur ce plateau. Je te donne la possibilité de comprendre que la porte est ouverte à tout moment. Si tu veux passer un message, tu veux débattre sur un sujet quelconque, en tout cas, soit de revenir quand tu veux. Si tu as un dernier mot, tu es libre de le faire. Merci beaucoup Malik. J'ai vraiment apprécié. C'était un échange qui était fructueux. À ceux qui pensent que les Gabonais ne peuvent pas s'asseoir, de bords différents, s'asseoir et discuter, on a prouvé, toi et moi, aujourd'hui, que l'on peut. On a été très courtois l'un l'autre. Personne n'a attaqué qui que ce soit. Nous avons discuté et je pense que dans cette discussion, la lumière a jailli. Comme je dis, tous les vendredis, nous, on se rencontre devant l'ambassade. C'est ouvert à tout le monde. Donc, les Gabonais qui m'entendent en ce moment, inclus toi aussi, Malik, si tu peux nous joindre, voilà, tu peux venir et puis tu auras l'opportunité aussi de t'adresser à ton peuple parce que nous vivons des moments où les Gabonais ont besoin d'entendre d'autres Gabonais qui sont dans d'autres horizons de l'espoir. Nous sommes l'espoir de notre nation. Et c'est vrai que nous sommes loin, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Et cela ne veut pas dire aussi que nous ne sommes pas concernés par ce qui se passe au Gabon parce que nous avons de la famille au Gabon. Nous avons nos parents au Gabon. Nous avons des frères et sœurs au Gabon. Nous avons des tantes et des oncles au Gabon. Et quand le Gabon se porte mal, malheureusement, eux aussi se portent mal parce qu'ils sont dans le Gabon. Et par conséquent, nous aussi, nous nous portons mal parce que nous sommes liés à notre famille. Donc, merci encore de m'avoir reçu. Et j'ai entendu que la porte est ouverte. Donc, je viendrai sans doute aussi avec mes compagnons quelquefois et on viendra débattre à propos de notre pays ou de la politique du monde. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire de ce monde un meilleur monde? Parce qu'à la fin de la journée, tout ce qui affecte l'un directement nous affecte tous de manière indirecte. Nous sommes tous liés. Voilà pourquoi aujourd'hui, on se pose la question de qui est mort. Mais la vérité, c'est que la mort de peu importe qui meurt, cela nous diminue parce que nous faisons tous partie de l'humanité. Et quand l'humanité est élevée, c'est nous tous qui sommes élevés parce que nous sommes humains. Absolument. Absolument, Franck Djoktan. Merci encore pour ton temps. Voilà, aujourd'hui c'est lundi. On espère bien que vendredi prochain, qu'on se retrouve et qu'on commence une nouvelle page sur comment essayer d'apporter un plus à notre pays. Je crois que l'activisme doit évoluer dans l'activisme non seulement de la dénonciation, mais aussi des propositions. Et je suis prêt à vous joindre donc pour continuer ce travail-là. Encore une fois, merci Franck. Chose à toi. Merci, au revoir et que Dieu vous bénisse tous. Same thing. OK, bye-bye.